C'est un matin comme les autres. Le Kurdistan syrien pleure l'un des siens. On est tous là pour te dire au revoir, mon frère. On est tous là pour toi, mon camarade. Omar Alouche était premier adjoint à la mairie de Raqqa. Réveille-toi, père du Kurdistan. Dans la foule endeuillée, une jeune femme peine à trouver les mots pour consoler la veuve. Ressaisis-toi, sois forte, on est avec toi. Elle s'appelle Leïla, elle a tout juste 30 ans. C'est la nouvelle mère de Raqqa. L'homme assassiné dans la nuit était son ami. Omar Alouche était un vrai leader, un véritable homme politique, une personne aimante et généreuse. Il s'est sacrifié pour notre projet de paix et pour la démocratie. Omar Alouche était quelqu'un qu'on ne peut pas décrire par de simples mots. C'est une femme en deuil qui prend la route de Raqqa, sous haute protection. Une femme qui ne se déplace plus sans garde du corps, mais qui n'écoute que son devoir, déterminée à se battre pour faire renaître la ville de son enfance. Franchement, à la libération de la ville, quand j'ai revu Raqqa pour la première fois, j'étais comme muette, tellement j'étais choquée. Nous étions tous en état de choc. Je ne savais pas quoi dire. Je n'arrivais même plus à parler. Leïla peut enfin revenir s'installer à Raqqa. La mairie vient de réouvrir. Regarde cet immeuble, il a été pulvérisé. Il n'y a plus d'étage. Et celui-là, c'est de la bouillie, comme s'il s'était volatilisé. Quand je vois ça, j'ai vraiment mal. Ma ville est défigurée. Elle n'a plus de visage. Pendant 3 ans, Raqqa est la capitale autoproclamée du groupe État islamique. Après 5 mois d'une bataille menée par la coalition, la ville tombe. Elle est reprise par les forces kurdes du nord de la Syrie. Ce sont eux qui la dirigent aujourd'hui. Mais la guerre de reconquête, menée depuis les airs, n'a laissé derrière elle qu'un champ de ruines. Une ville exsangue, dont le cœur historique est détruit à 95%. De l'ancien hôtel de ville, il ne reste rien. Nommée par un conseil d'anciens à la libération, Leïla doit redonner à Raqqa une apparence humaine. La nouvelle mairie, une ancienne poste, est l'un des rares bâtiments du centre-ville épargné par la guerre. Bonjour. Bonjour. C'est bien ici le bureau d'accueil? Oui. Et le service des plaintes? C'est là-bas. Le bureau d'enregistrement est là-bas. Alors tout se passe bien? Ça va. Est-ce que les gens se plaignent beaucoup? Pour l'instant, ça va. Et combien de plaintes vous avez enregistrées? Environ 300. 300. Bon travail. Vous avez là les photos d'identité et le numéro d'enregistrement. Ça va pour cette fois, mais le numéro doit être beaucoup plus lisible. Désormais, l'accueil de la mairie est assuré par des jeunes femmes.
Ma vie a radicalement changé. Je suis enfin libre. Je peux sortir et me déplacer en toute liberté. Le plus pénible avant, si je voulais sortir, c'est que je devais absolument être accompagnée de mon père ou mon frère. Sinon, je devais rester cloîtrée chez moi et je n'avais pas le droit de travailler. Je voulais voir la situation par moi-même. Et aussi vous féliciter pour l'ouverture de la mairie. Merci beaucoup et bienvenue. On va égorger un mouton. Non, je crois que les gens en ont assez des égorgements. Une femme, laïque, à la tête d'une ville de 300 000 habitants. Impensable sous Daesh. Leïla la Kurde doit encore s'imposer à une administration essentiellement composée d'hommes. Bon, on a quelques problèmes à régler. Ibrahim est son nouvel adjoint. Il a remplacé au pied levé son ami assassiné 2 jours plus tôt. L'ancien fonctionnaire s'est improvisé juge de paix. Il gère le bureau des pleurs. Rendez-moi la clé du magasin. Arrête de violer la loi. Je veux récupérer mon argent. Ahmed, assieds-toi. Ce matin, un différend oppose un propriétaire à l'homme qui lui loue son échoppe. Bon, il est venu et il s'est installé dans le magasin sans demander la permission. C'est bien ça? C'est ça. Essaie de comprendre ce que je te dis. Si tu veux louer ou acheter un magasin ou une maison à quelqu'un, il y a des règles, des conditions. Il te faut un contrat. Mais il peut me vendre cette boutique sous le manteau. Mon petit, comprends-moi. Il y a des documents et des registres. Tu ne peux pas prendre quelque chose qui ne t'appartient pas, tu comprends? Je te promets qu'il ne pourra pas s'approcher du magasin sans que vous ayez trouvé une solution tous les deux. Nous, on connaît ton cas, donc reste dans la légalité. On n'est pas contre toi. Tu es d'accord avec ça? Non, pas du tout. Faire appliquer la loi après 3 ans d'occupation par l'État islamique, la tâche est délicate. Tu sais, quand l'État islamique occupait la ville, les gens s'accaparaient des propriétés privées. Ils ne respectaient pas le droit immobilier ni les biens publics. Aujourd'hui, c'est un énorme problème. Nos employés municipaux travaillent jour et nuit là-dessus. Tu as raison. Il faut absolument s'appuyer sur le cadastre. Il faut réactiver les registres. C'est très important pour le bon fonctionnement de la municipalité. Dans son malheur, Raqqa a eu de la chance. Elle a sauvé son trésor. Caché durant 3 ans dans les sous-sols de la nouvelle mairie, protégé par une poignée de fonctionnaires résistants, le cadastre a miraculeusement survécu. Fais attention. Tiens-les bien par devant, sur ton ventre. Il écoute jamais. Oui, toi c'est bon. C'est bien plus qu'un symbole. Ces livres sont des documents d'identité. Oui, c'est ça. C'est comme une identité. Parce qu'ils garantissent vos droits en tant que propriétaire. Ils garantissent les droits que vous avez sur une maison ou sur un magasin. Ça empêche les conflits de propriété. Quand Daesh occupait la ville, les gens ont fui sans prendre leurs papiers. Ils ont laissé leur titre de propriété. Maintenant que les habitants reviennent à Raqqa, ces livres disent à qui appartiennent les terrains, à qui appartiennent les maisons. Comme des dizaines de milliers d'habitants de Raqqa, Ibrahim a dû abandonner sa maison aux soldats de Daesh. Moi aussi j'ai tout perdu. Je n'ai plus rien. Regarde. Là-bas, au carrefour. C'est ma maison. C'est celle-là, ma maison.
Voilà l'entrée. C'est chez moi ici. Les barbares étaient ici. Regardez, ils ont percé les murs. Là aussi, il y a un trou. Ils passaient par là, comme des rats. C'est Daesh qui a fait ça. Daesh était ici, vous savez. Quand ils sont arrivés, nous, les Kurdes, on a dû tout quitter. Quand on s'est enfui, ils sont venus dans nos maisons et nous ont tout volé. Ils ont tout pillé. Il nous faudra du temps pour oublier tout ça. La vie reprend tout doucement. Mais rares sont ceux qui ont pu rentrer chez eux. Cet adolescent revient dans sa boutique. Voilà mon magasin. Il vendait des niqabs. Il ne reste que la jambe. Le reste a disparu. Les avions ont bombardé Daesh. Et voilà ce qu'il reste de mon commerce. En dépit des mines et du risque d'explosion, le garçon cherche ses mannequins épargnés par les bombes. Ça y est, j'ai trouvé la main qui va avec le reste. Des mannequins démembrés qui lui rappellent de bien sombres souvenirs. À l'époque, il avait 12 ans. Daesh, ils ont coupé la tête de quelqu'un en face de moi. Ils sont arrivés en 4x4 et ils ont crié « Punition, exécution ». Ils ont rassemblé les gens, ils ont dit quelques mots et ils l'ont décapité. Sous l'État islamique, même les niqabs ne suffisaient pas. C'est Daesh qui a fait ça. Et maintenant, regarde son vrai visage. Elles sont belles. Tu vois, elle a les yeux clairs. C'est de la tentation. Et tu vois, il y a aussi les seins. Tout ça, c'est de la tentation. Ils leur ont même arraché les bras. Ils ont dit qu'il fallait les enlever parce que c'est péché. Nous, on faisait ce que Daesh nous disait de faire. Mais maintenant, ils ne reviendront plus. C'est fini. Dieu merci. Longtemps après la chute de la ville, des milliers de tonnes de gravats encombrent encore les rues. Un travail de titan. Seule une poignée d'engins sont en service. Le carburant est rare. Dis-lui de mettre ça sur le côté, par là-bas. Ibrahim, l'adjoint au maire, et sur tous les fronts à la fois. Les habitants n'ont évidemment pas les moyens techniques de faire tout ça eux-mêmes. Et nous, c'est notre devoir de les aider. C'est pour ça qu'on nettoie les rues. On essaie de retrouver une vie normale. Comment voulez-vous que les citoyens de Raqqa reviennent vivre ici, au milieu des ruines et des destructions? Comment voulez-vous que mes enfants puissent avoir une vie normale sur cette terre au milieu des gravats? Au quotidien, Ibrahim recueille les doléances des habitants qui ont fait le choix du retour. Dès qu'il remet les pieds dans son quartier, ses voisins sont très contents de le voir. Il est sollicité en permanence. On a besoin d'eau. Et on n'a aucun service public dans le quartier. Tous les autres reçoivent de l'aide sauf nous.
Il faut venir déblayer la rue et enlever les gravats. On travaille, mais les destructions sont énormes. Nous allons tout enlever, mais petit à petit. Tout ça prend du temps, tu sais. Les attentes sont immenses. Les nouveaux maîtres de Raqqa doivent prouver qu'ils peuvent aider la ville à se relever. Regarde, il y a du monde au balcon. Il n'y a pas un immeuble épargné ici. Bonjour. C'est chez vous ici? Oui, on est revenu parce qu'on n'avait plus les moyens de louer ailleurs. T'as raison. On est toujours mieux dans sa maison que dans le palais d'un étranger. Même si c'est difficile, je préfère vivre ici. C'est chez moi, tout le monde me connaît. Je te félicite. Tu as bien fait de rentrer. Oui, je suis revenu dans mon pays. J'ai abandonné le luxe de l'Allemagne. J'étais dans le nord, à Lübeck. C'est la plus belle ville que j'ai jamais vue. Mais j'ai préféré rentrer. Je n'étais qu'un réfugié, c'était vraiment trop dur. Mohamed s'est installé au premier étage de leur ancien immeuble, avec sa mère, sa femme, leur bébé. Une pièce unique et une cuisine pour toute la famille. Il n'y a ni porte ni fenêtre, mais tout est très cher. J'ai construit ce mur ici, et là, j'ai mis du plastique parce que je n'avais pas les moyens d'acheter du bois et du verre pour poser une vraie fenêtre. Pas vraiment la vie de château. Son immeuble a été touché par un missile. Il va falloir tout reconstruire. Ça peut s'effondrer à n'importe quel moment. Je voulais revoir ma maison et retrouver mes souvenirs d'enfance. Moi, j'ai grandi dans cet immeuble, dans cette pièce. Et regardez, il y a même un bout de voiture qui a atterri ici. La guerre a aussi laissé derrière elle des milliers de munitions non explosées. Celles-là, je les ai ramassées dans la rue avant que les enfants les trouvent. Car quand ils les voient, ils jouent avec. Il y a déjà eu des victimes. Si vous les percutez, ça explose, car c'est encore plein de poudre. J'ai aussi trouvé un stock énorme rempli d'obus de mortier. Le danger est partout. La ville est truffée d'explosifs. Des ceintures, des voitures kamikazes, des mines, des bombes artisanales. En 6 mois, plus de 700 blessés, dont un quart d'enfants. C'est la première cause de décès aujourd'hui. Tout ça, ce sont des obus de mortier. Et il y en a encore plein là-bas à l'intérieur. C'est un vrai désastre. C'était un stock d'artillerie de l'État islamique. Et c'est notre principal problème aujourd'hui. C'est à cause de ça que les gens ne peuvent pas rentrer. Si les 2 tiers des habitants n'ont pas encore pu rentrer chez eux, ce n'est pas seulement pour une question de sécurité. Quelques jours plus tôt, la maire de la ville rendait visite à ses administrés. Un camp de déplacés, isolé en plein désert, à 60 km de Raqqa. Ici s'entassent depuis des mois des milliers de familles. Nombreux sont les sympathisants de l'État islamique. Le chef du camp nous accompagne. Toutes les femmes qui arrivent ici ont la même histoire. Leurs maris se sont fait arrêter. Ils étaient chez Daesh? Oui, il y avait même des types très importants. Les Américains les ont gardés.
Les responsables du camp ont mis en place un programme de déradicalisation. Bonjour. Comment ça va? Alors, qu'est-ce que vous faites ici? L'idée, c'est de les désendoctriner. De quoi vous devez vous méfier? La politique? La religion et le racisme. La clé du succès de toute entreprise, ce sont les femmes. Si la femme réussit, la famille est heureuse, la société fonctionne bien et le pays prospère. Merci, au revoir. Changer leur mentalité n'est pas une chose facile. Ce n'est pas quelque chose qui peut se faire du jour au lendemain. C'est un travail qui va prendre des années. Quand les terroristes de Daesh étaient ici, ou avant avec le régime de Damas, les femmes et les minorités étaient marginalisées et exclues. Et ça, on ne va pas le changer en un jour ou une nuit, même si ce n'est pas impossible. C'est ce jour-là que Leïla apprend la mort d'Omar Alouche, son mentor, son ancien adjoint. La mère se retrouve seule à la tête de la mairie. Saluez! Garde à vous! Les martyrs sont immortels! Les honneurs militaires pour un héros du Kurdistan syrien. Chef de tribu arabe, chrétien, ils sont des milliers à lui rendre un dernier hommage. Omar Alouche est tombé sous les balles d'un commando de professionnels. Pour les Kurdes, cet assassinat porte la signature de la Turquie. Ceux qui ont assassiné notre camarade Omar souhaitent briser la fraternité au sein du peuple. Leur véritable objectif, c'est d'installer la barbarie. Ils veulent semer la discorde au cœur de la population syrienne. Longue vie aux martyrs. Dans la foule, Leïla pleure son amie. À quelques mètres seulement du représentant des États-Unis dans la région et du chef des forces spéciales. Omar Alouche était leur homme. Son assassinat porte en lui l'échec de la politique américaine en Syrie. Le martyre de notre camarade Omar Alouche ne fera que renforcer notre détermination et celle de tout le nord de la Syrie. Nous redoublerons d'efforts en réponse aux criminels et à la fin, l'humanité vaincra. Notre ami est peut-être parti, mais 1000 autres Omar Alouche se lèveront pour lui. L'ancien adjoint Omer avait négocié la reddition des derniers soldats de Daesh à Raqqa. Il était l'un des seuls à pouvoir réconcilier les différentes communautés. Avec lui, c'est un espoir de paix qu'on enterre. C'est sur sa tombe que ses héritiers vont devoir bâtir l'avenir.